Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, le titre de la conférence, c'est Cryptographie et nombres premiers. En fait, voilà le plan. Il y a plusieurs choses que je veux expliquer à des lycéens. C'est que d'abord, les mathématiques, c'est utile. Bon, on va avoir plusieurs exemples. Et que même si on ne s'aperçoit pas à l'heure actuelle que certaines mathématiques sont utiles, peut-être qu'elles ne sont pas utiles aujourd'hui, mais qu'elles sont utiles demain. Ça, c'est le deuxième paragraphe qui concernera le plus grand paragraphe, c'est sur la cryptographie. Et puis après, je vous expliquerai que les mathématiques, c'est vivant et qu'il y a encore plein de choses à faire en mathématiques. Alors, à quoi ça sert les mathématiques ? Eh bien, c'est à la fois une question très facile, ça sert partout. Sauf que ça sert, par exemple, quand vous utilisez un téléphone portable, quand vous regardez la télé, quand vous faites n'importe quelle opération de la vie courante, il y a des mathématiques derrière. Sauf qu'il y a deux problèmes. D'abord, quand vous utilisez votre téléphone portable, vous ne voyez pas les mathématiques qu'il y a derrière. Et puis ensuite, en général, les mathématiques qu'il y a derrière tous ces outils de la vie courante, c'est des mathématiques assez compliquées. Et même pour des élèves de terminale. Et donc, je ne peux pas expliquer vraiment toutes les mathématiques qui servent dans tous ces objets. Et c'est pour ça que je vais vous raconter un certain nombre d'histoires, vous verrez. Première histoire, la géométrie, et c'est une histoire très ancienne. Il s'agit de l'histoire de la construction du tunnel de Samos. Alors Samos, vous connaissez peut-être, c'est une île de la mer Égée, une île grecque, qui est en fait pas loin de la Turquie plutôt, donc à l'est de la Grèce. Et dans cette île, les habitants ont construit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc 6e siècle, pour avoir des repères sur des noms que vous connaissez, c'est le siècle de Pythagore, qui était d'ailleurs de Samos, de Thalès, mais c'est bien avant Euclide. Donc c'est très ancien. Et ils ont construit un tunnel qui traversait la montagne que vous voyez là. Vous voyez les lignes de niveau de cette montagne. C'est un tunnel d'1 kilomètre de long. Et il traversait ce tunnel, il était fait pour amener de l'eau depuis le nord, là-haut, jusqu'au sud où il y avait une ville fortifiée, parce qu'il n'y avait pas d'eau au sud. Et ce tunnel a été construit en partant des deux extrémités, donc 1 kilomètre, et en se rejoignant au milieu avec une erreur, quelque chose comme ça. C'est un tunnel qui se visite si vous avez l'occasion. Inutile de vous dire que pour faire ça, il fallait faire de la géométrie. Ils n'avaient évidemment pas les outils qu'on a maintenant de visée, etc. Mais pour construire ce tunnel et le construire avec une telle précision, il fallait déjà qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, la géométrie soit déjà un petit peu évoluée. Voilà la première histoire. À quoi ça sert la géométrie ? Deuxième histoire, les fonctions. Vous êtes en terminale ou en première. Les fonctions, c'est un thème essentiel de votre programme. Et c'est un thème essentiel dans les mathématiques. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui modélise le fait que certaines quantités dépendent. La dépendance, ça veut dire qu'il y a une fonction de telle autre. La fonction dépend des valeurs de la variable. Et ça c'est absolument utile absolument partout, dans toutes les sciences et même dans la vie courante. Alors, je vous donne juste un exemple, qu'un exemple d'actualité pour les élèves de terminale, pour les autres, ils le verront après, c'est la fonction exponentielle. De toute façon, ce mot s'accroît de manière exponentielle, c'est utilisé même tout le monde, même les journalistes utilisent ce mot. Et donc, cette croissance exponentielle, ou plutôt la décroissance exponentielle, ça intervient notamment dans tout ce qui concerne la radioactivité. Là, c'est aussi un sujet d'actualité. J'espère qu'il va marcher tout de suite. Voilà. Vous avez ici la forme d'une exponentielle décroissante. On part d'une certaine quantité m, et puis il y a la fameuse demi-vie. Vous savez, on parle souvent de la demi-vie. Ça ne veut pas dire la moitié de la vie. La vie, elle est infinie pour l'exponentielle. Mais ça veut dire le moment où la moitié de la quantité qui est à éliminer est éliminée. La moitié de la substance radioactive est éliminée. Et alors, cette radioactivité, vous savez bien que ça pose des problèmes pour toutes les histoires de déchets nucléaires, mais c'est aussi utilisé, par exemple, dans tout ce qui est datation. Alors, la datation, c'est utilisé, par exemple, pour l'archéologie, pour la datation au carbone 14, vous avez sans doute entendu parler de ça, pour dater ce qu'on trouve dans les grottes. C'est utilisé pour dater l'âge de la Terre, 4,55 milliards d'années. Et puis, c'est ce que je vais vous raconter maintenant, c'est aussi utilisé pour détecter des faux en peinture. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Van Meegeren. Alors qui est Van Meegeren ? Van Meegeren, c'est un peintre néerlandais de second ordre, pas un grand peintre, qui vivait au XXe siècle. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux Pays-Bas comme en France, il y a ce qu'on appelle l'épuration, c'est-à-dire on pourchasse les collaborateurs des nazis.
Et en particulier, Van Meegeren est arrêté parce qu'il a vendu à Hermann Göring, Göring c'est le numéro 2 du régime nazi, il lui a vendu, c'est un grand amateur d'art, il lui a vendu une toile de Vermeer qui s'appelle « Jésus et la femme adultère », que je vais vous montrer. Voilà. Et alors on ne plaisantait pas à cette époque avec la collaboration avec l'ennemi, il est donc poursuivi et il risque la peine de mort pour haute trahison. Alors évidemment il se défend, et il se défend comment? Il dit « ben non, en fait ce que j'ai vendu à Göring c'est de la monnaie de singe, c'est un faux, c'est moi qui l'ai fait ». Manque de chance, personne ne le croit. Pourquoi personne ne le croit? Parce qu'il a ajouté qu'il y a des tas d'autres tableaux qu'il avait vendus aussi dans les musées néerlandais, en particulier un tableau qui s'appelle les pèlerins d'Emmaüs, le Christ et les disciples d'Emmaüs. C'est un épisode bien connu de l'Évangile. Et ce tableau-là avait été authentifié par tous les experts de l'époque. Il avait été vendu pour une somme de l'équivalent de maintenant 4 millions de dollars, je crois. Je vais vous dire, oui, 4 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien, à un grand musée de Rotterdam. Et voilà ce que disait, je vais vous lire ce que disait l'expert de l'époque, qui donc avait authentifié ce tableau. Il disait, grâce à Dieu, il s'appelait Abraham Bredius, ça mérite d'être dit, grâce à Dieu, cette œuvre magnifique est sortie de l'ombre où elle se trouvait, immaculée, intacte, comme si elle venait tout droit de l'atelier de l'artiste, et il ajoute, nous avons ici un chef-d'œuvre, je dirais le chef-d'œuvre de Vermeer, un de ses tableaux les plus grands par ses dimensions, une œuvre totalement différente de toutes les autres, et dont pourtant chaque pouce ne peut être que de Vermeer. Vous voyez donc que Bredius, il n'avait aucun doute sur l'authenticité de ce tableau. Alors évidemment, Bredius ayant dit ça, les experts ayant dit ça, personne ne croit Van Meegeren quand il dit que c'est lui qui l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il fait Van Meegeren? Il est emprisonné. Eh bien dans sa prison, il peint un autre faux Vermeer, Jésus et les marchands du temple. Alors il est moins réussi que les précédents, mais quand même, il peint cet autre faux Vermeer, et donc ça ébranle les juges qui finalement, on nomme une commission pour statuer si c'est des vrais ou des faux, et en octobre 1947, il est condamné à 1 an de prison pour faux. Il n'est pas condamné à mort. Malheureusement pour lui, il meurt la même année en décembre d'une crise cardiaque. Et là où les mathématiques arrivent, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'évidemment, tous les experts, tous les gens qui avaient acheté les tableaux, les faux Van Meegeren, refusent d'admettre que c'est des faux, parce qu'ils ne valent plus rien, leurs tableaux. Et donc, ce n'est que 20 ans plus tard qu'on prouve, qu'une équipe de chercheurs américains prouve qu'effectivement il s'agit de faux Vermeer, grâce à une datation au plomb, parce que dans la peinture de l'époque de Vermeer, on utilisait ce qu'on appelle la céruse, ou le blanc de plomb, qui contient un isotope radioactif du plomb, et en datant grâce à l'exponentielle que vous avez vu tout à l'heure, en faisant une datation au plomb, eh ben on a pu prouver qu'effectivement Van Meegeren avait raison, c'était bien lui qui avait peint ces tableaux, en tout cas ça ne pouvait pas être de Vermeer. Voilà donc le deuxième exemple. Vous voyez que les mathématiques, elles vont de temps en temps se nicher à des endroits où on ne les attend pas. Troisième exemple, dans la vie courante. Alors c'est vraiment une histoire, c'est un jeu télévisé américain. Donc dans ce jeu télévisé, il y a un candidat, et devant lui il a 3 portes. Vous allez les voir dans un instant, je remonterai un peu l'écran pour qu'on matérialise la chose. Il y a 3 portes. Derrière 2 de ces portes, il y a une chèvre, et derrière la 3e, il y a une voiture. Et le principe, c'est que, alors, voilà, si je vous montre, voilà, il y a 2 chèvres et une voiture. Le principe, c'est que si le candidat désigne la porte derrière laquelle il y a la voiture, il gagne la voiture. S'il désigne les portes derrière lesquelles il y a des chèvres, il ne gagne rien, même pas les chèvres. Le jeu se passe de la manière suivante, écoutez bien. Le candidat désigne une porte. Évidemment, il ne sait pas, lui, où sont la voiture et les chèvres. Le présentateur, qui lui sait où sont les chèvres et la voiture, il ouvre une autre porte, pas celle qu'a désignée le candidat, et il montre que derrière cette porte qu'il a ouverte, il y a une chèvre. À ce moment-là, le candidat, il a une chance supplémentaire. Il peut soit maintenir, il a un autre essai si vous voulez, il peut soit maintenir son premier choix en disant si c'est là, je suis sûr, soit en changer, évidemment désigner la 3e porte, parce qu'il ne va pas désigner la porte où on lui a montré qu'il y avait une chèvre. Et la question mathématique, c'est qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Question de probabilité. Est-ce qu'il a intérêt à maintenir son choix? Est-ce qu'il a intérêt à changer?
ou bien est-ce que c'est indifférent? Alors on peut tout de suite faire peut-être un sondage parmi vous. Qu'est-ce qui pense qu'il a intérêt à maintenir son choix? Bien. Qu'est-ce qui pense qu'il a intérêt à en changer? Bien. Et qu'est-ce qui pense que c'est indifférent? Un petit peu. Bon, alors la démocratie, ça ne fonctionne pas du tout, hein, mais enfin bon. Alors, eh ben, on va faire l'expérience d'abord et puis ensuite on fera une simulation. Donc je monte un peu le... Voici les trois portes. Alors, bon, je vous demande, vous pensez que la voiture, elle est derrière quelle porte? Au milieu, on va dire au milieu. On a dit au milieu. Alors, moi, je suis le présentateur. Je suis le présentateur, donc, je dévoile l'une des portes, et derrière cette porte, je vous montre qu'il y a une chèvre. Maintenant, vous avez droit à un autre choix, c'est-à-dire vous pouvez continuer à dire au milieu, au milieu, au milieu, ou bien dire non, c'est à gauche. Eh bien, au milieu, il y a encore une chèvre. Et je vous montre quand même qu'il n'y a pas trois chèvres. Hein. Ici, il y a au contraire la voiture. Eh bien, je dis que vous aviez tort, majoritairement, hein, de penser qu'il ne fallait pas changer son choix. Je vous explique pourquoi d'abord, puis ensuite je vous montrerai avec une simulation comment on peut s'en convaincre grâce à un petit programme. Alors, écoutez bien. Vous êtes d'accord que quand le candidat regarde ces trois portes, il en choisit une, il a évidemment, puisqu'il y a une voiture et deux chèvres, il a une chance sur trois d'avoir le bon résultat. D'accord? Et donc 2 chances sur 3 de s'être trompé. S'il a donné le bon résultat, s'il a choisi tout de suite la voiture, évidemment, dans ce cas-là, à son choix supplémentaire, il faut qu'il maintienne son choix. S'il maintient son choix, il gagne. S'il le change, il perd. Je répète, dans le cas où il a donné le bon choix, mais c'est-à-dire dans un cas sur 3, il faut qu'il maintienne son choix. Mais maintenant, s'il s'était trompé, et ça, il y a 2 chances sur 3, comme le présentateur lui dévoile l'une des chèvres, s'il s'était trompé, il faut qu'il change son choix. Et à ce moment-là, il montrera la voiture. Autrement dit, s'il s'était trompé, donc dans 2 cas sur 3, il faut qu'il change son choix. Autrement dit, eh ben, il y a 2 chances sur 3 pour que ça gagne en changeant, si on s'était trompé au départ, et il y a 1 chance sur 3 pour que ça gagne en ne changeant pas. Alors si vous n'êtes pas convaincu, c'est un vrai raisonnement de proba. Je vais vous le montrer. En faisant une petite simulation, c'est intéressant de voir ça parce que, donc ce que je vais faire, j'ai écrit un petit programme que voici. Vous voyez, c'est quelques lignes de programme et encore il y a des commentaires. Hein, donc vous voyez, il y a quelques lignes de programme. Et ce programme, donc, il simule l'expérience. C'est-à-dire, je fais comme si je faisais l'expérience et je la fais, pour qu'on y voit quelque chose, 10 000 fois. Donc je fais chèvre de 10 000 et ça va me dire combien de fois j'ai gagné en maintenant mon choix et combien de fois j'ai gagné en le changeant. Regardez, c'est là-haut. Nombre de succès en maintenant le choix initial, 3362, en changeant 6638. Donc il y a 2 fois plus, vous voyez bien. Alors si on refait l'expérience, c'est aléatoire, hein, vous allez voir les chiffres vont changer. 3353, 6647, 3393, 6607, hein, je peux recommencer autant de fois que je veux, les chiffres seront toujours différents, mais le nombre de succès en ne changeant pas, ce sera toujours de l'ordre de 3000, et en changeant de l'ordre de 6000. Donc vous avez 2 fois plus de chances si vous changez votre choix. Ce n'est pas évident, la preuve c'est que vous vous étiez trompé. On peut aussi, tiens, je dis ça pour les profs, on peut aussi faire ça avec 10 par exemple. C'est pas mal parce que ça montre ce qu'on appelle les fluctuations d'échantillonnage. Regardez, là c'est le nombre de succès en ne changeant pas, c'est 2 et 8, encore 2 et 8, tiens. Ensuite 3 et 7, 1 et 9, vous voyez comme ça bouge, mais c'est toujours 4 et 6, là c'est presque 5 et 5, là c'est presque pareil. C'est aléatoire, hein. Je ne dis pas qu'à tous les coups, si vous avez eu de la chance au départ, c'est possible qu'il ne faille pas changer, mais statistiquement, il faut changer. Bien, voilà, donc ça c'était le paragraphe, les mathématiques sont utiles. Alors maintenant, ce que je vais expliquer, c'est que même les mathématiques que vous apprenez au collège, au lycée, toutes sont utiles, ça je garantis. Mais
toutes celles, par exemple, qui se font dans ce bâtiment, la recherche mathématique qui se fait dans ce bâtiment, par exemple celle que moi je fais ou je faisais, à ma connaissance, elle n'a pas d'application directe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas. Il y a plusieurs exemples de choses qui étaient des mathématiques pures à un moment et qui sont devenues des mathématiques appliquées. Et le plus bel exemple, c'est les nombres premiers. Tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre premier ? Bon. Eh bien, si on m'avait demandé en 1970, moi j'étais déjà jeune chercheur en 1970, je suis très vieux, à quoi servent les nombres premiers ? J'aurais répondu sans hésitation, non, ça ne sert à rien. J'aurais dit comme Jacobi, un mathématicien du 19e siècle, on les étudie pour l'honneur de l'esprit humain. Et j'avais à l'époque un collègue, plus vieux que moi, qui s'appelle Roger Godement, qui est mort d'ailleurs juste là, à l'été 2016, qui aurait dit, qui était très remonté contre les applications militaires des mathématiques, qui aurait dit au moins, quand on fait des nombres premiers, on ne travaille pas pour la bombe atomique. Eh bien, l'un et l'autre, on aurait dit une bêtise, parce que maintenant, avec l'invention de ce qu'on appelle le code RSA et la cryptographie, eh bien, les nombres premiers, c'est utilisé par plein de gens dans la vie courante, les banques par exemple, et y compris les militaires. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord que je fasse un petit historique sur la cryptographie. Donc, cryptographie, c'est du grec, bien sûr, ça veut dire, crypto, ça veut dire caché, graphie, ça veut dire écrire, donc c'est la science des codes secrets. Et la première personne dont on est sûr qu'il a utilisé un code secret pour communiquer avec ses généraux, c'est Jules César. Alors il avait un code extrêmement rudimentaire qui consistait à décaler les alphabets, ce qui fait qu'on peut penser que le soir de le triomphe de Pharnace, il envoyait ce message sibyllin au Sénat, TCLG, TGBG, TGAG. Votre avis, qu'est-ce que ça voulait dire ? Veni, vidi, vici. Et quel était le code ? On décalait de 2 lettres vers l'arrière. V, U, T, on recule de 2 lettres, E, D, C, N, M, L, etc. Bon, inutile de vous dire que c'est un code qui peut-être à l'époque de César était suffisamment sûr, mais qui de nos jours, évidemment, ne résiste pas un instant. Alors, ce code, c'est un exemple de ce qu'on appelle un codage par substitution. Pour vous expliquer ça, je vais prendre un message très très simple, très court. Vous êtes en difficulté quelque part, vous voulez appeler à l'aide, donc vous voulez envoyer le message à l'aide, alors qu'est-ce que vous faites ? D'abord, vous le numérisez. Bon, là, on l'a numérisé de la façon la plus simple, c'est-à-dire on dit que A, c'est la première lettre de l'alphabet, donc c'est 1. L, c'est la 12e, donc ça fait 12, puis 1, puis 9, 4, 5. Bon, ça, c'est simplement pour transformer le message en chiffres. Puis ensuite, alors, regardez bien, par un procédé connu de moi seul et indétectable, je transforme ça en 25, 14, 25, 17, 22, 21. Ce que je peux remettre en lettres, si ça me fait plaisir, YN, Y, Q, V, U. Y, c'est la 25e. Alors, est-ce que vous êtes des bons décrypteurs ? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 1, 12, 1, etc. à 25, 14, 25 ? On a retranché le message initial à 26, 26 moins 1, 25, 26 moins 12, 14, etc. Alors évidemment, là encore, c'est pas un message qui tiendrait, c'est pas un procédé de cryptage qui tiendrait 2 minutes à l'heure actuelle. Mais sur ce codage, on voit déjà le principal défaut des codages par substitution. Qu'est-ce que vous remarquez entre le message initial, oui, et le message final ? Oui, si vous regardez la lettre A, elle intervient 2 fois dans le message initial. Et donc, évidemment, dans le chiffrement, il y a 2 fois le chiffre 1. Eh bien, dans le codage, il y a aussi 2 fois le chiffre correspondant. 25 intervient 2 fois. La fréquence d'apparition des lettres dans un codage par substitution, elle est conservée. Et ça, c'est le principal défaut d'un codage par substitution. Alors, on s'est aperçu de ça... il y a un épisode historique qui a montré que ce n'était pas du tout une bonne méthode. C'est l'épisode de Marie Stuart. Alors, est-ce que vous savez qui est Marie Stuart ? Oui, oui. Alors, Marie Stuart, c'est écrit Reine de France. Reine de France, c'était la femme de qui ? Oui, Marie-Claude, bien. François II. C'était la femme de François II qui a régné très peu. François II, c'est l'un des 3 fils, au moins 3 fils de Catherine de Médicis.
Et donc Marie Stuart a épousé François II, mais elle a très peu régné en France, et ensuite elle est retournée en Écosse, elle était reine d'Écosse, et là elle était ennemie, on a encore des traces de ça maintenant, de la rivalité Écosse-Angleterre, hein. Elle était ennemie de la reine d'Angleterre qui s'appelle Élisabeth, alors attention c'est Élisabeth Ier, hein, c'est pas la nôtre là, hein, qui est très âgée mais quand même pas pour vivre au XVIe siècle. Donc voilà Marie Stuart, et voilà Élisabeth. Ouais, qui a une tenue somptueuse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que elle a été capturée donc en 1568. Elle a été battue, Marie Stuart. Elle a été capturée par la reine d'Angleterre et mise en prison. Mais de sa prison, elle communiquait avec ses partisans et elle communiquait, elle lourdissait un complot contre Élisabeth et elle envoyait à ses partisans des messages secrets, des messages codés. Et elle était tranquille parce que, comme c'était codé, elle pensait que la reine ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans ces messages. Le problème, c'est qu'Élisabeth a fait appel à un mathématicien flamand qui s'appelle Thomas Philippes, qui a réussi à décrypter les messages de Marie, parce que c'était des messages par substitution, et que je vais vous expliquer comment on décrypte les messages par substitution. Et il y a eu une conséquence quand même dramatique pour Marie, c'est qu'elle a été reconnue coupable de complot, condamnée à mort et décapitée en 1587. La décapitation, c'était le supplice des rois. Alors, comment est-ce qu'a fait Thomas Philippes? Eh bien, il y a un autre exemple, cette fois-ci c'est un exemple littéraire que j'aime beaucoup, c'est dans Edgar Poe. Alors, je vous ai amené ici le petit livre dans lequel il y a plusieurs nouvelles d'Edgar Poe, en particulier la nouvelle qui s'appelle Le Scarabée d'or. Alors, c'est une histoire... donc, Edgar Poe, c'est un écrivain américain du XIXe siècle, bien sûr, passionnant. Et dans Le Scarabée d'or, c'est une histoire d'un pirate qui s'appelle le capitaine Kidd, qui a laissé un message secret que vous avez sous les yeux. Et le personnage principal, qui s'appelle William le Grand, décrypte le message. Hein, voilà, je vous montre le message, c'est celui que vous avez là. Alors, comment fait William le Grand pour décrypter ce message? Eh bien, premièrement, il dit, puisque le capitaine Kidd est un Anglais, il est probable que ce message est en anglais. Ensuite, en anglais, les lettres n'ont pas toutes la même fréquence. À votre avis, quelle est la lettre la plus fréquente en anglais? C'est le E. Et si on compte les occurrences des différents symboles ici, on s'aperçoit que la lettre qui intervient le plus souvent, le signe qui intervient le plus souvent, c'est le 8. Vous voyez, 8, 8, 8, 8. Donc, William le Grand déduit que le nombre 8 correspond à la lettre E. Puis ensuite, il continue avec les autres lettres les plus fréquentes. Et par exemple, il y a aussi d'autres types de raisonnement. Par exemple, si vous regardez, là, vous voyez la suite de 3 caractères, point virgule, 4, 8, point virgule, 4, 8, point virgule, 4, 8 ici, point virgule, 4, 8. Enfin, vous trouvez très souvent les 3 signes de suite, point virgule, 4, 8. À votre avis, en anglais? 2, bien sûr. Donc, ça vous dit que point virgule, c'est le T et que 4, c'est le H. Et puis, il continue comme ça. Et ben, ça se termine bien, il décrypte le message et puis il trouve le trésor. Donc, c'est un très bel exemple de décryptage. Alors, pour vérifier si vous avez compris, je vous ai préparé des petits messages qui sont là. Alors, c'est pas celui qui est là, c'est deux autres. Donc, vous les prendrez, c'est des petites bandes. Vous pouvez en prendre un chacun parce que je pense qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, vous pouvez jouer à être les décrypteurs, donc vous avez un message qui est en tout cas de cette longueur-là à peu près, et puis vous allez le décrypter en sachant, il faut quand même savoir quelles sont les lettres les plus fréquentes en français. Ben, le mot qu'il faut retenir, c'est ésarintuol. Ésarintuol, ça veut dire que la lettre la plus fréquente en français comme en anglais, c'est E, puis S, puis A, puis R, etc. Alors attention, c'est statistique, c'est-à-dire ne croyez pas, ça dure comme fer. Il peut par exemple y avoir plus de T que de N ou de O que de U. Hein, mais en gros, c'est ça. Et avec ça, et un peu de patience, il faut commencer par compter un peu les fréquences de chaque signe, eh bien vous décrypterez le message, celui-là, ou bien ceux que je vous ai mis là. Attention, de temps en temps, il faut faire un peu attention avec ça. Voilà par exemple un texte. Un voisin compatissant l'accompagna à la consultation à l'hôpital Cochin. Il donna son nom, son rang d'immatriculation à l'association du travail. On l'invita à subir auscultation, palpation, puis radio. Il fut d'accord, etc., etc. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte? Il n'y a pas un seul E. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce texte? Alors, tous à la fois, j'entends rien. Allez-y.
Oui, vous savez comment s'appelle l'écrivain et comment s'appelle le livre? Il s'appelle La Disparition et l'écrivain Georges Perec. Et c'est un livre de 319 pages qui s'appelle donc La Disparition, dans lequel il n'y a aucun E. Alors évidemment, si j'avais été méchant avec vous, je vous aurais donné un extrait de La Disparition, auquel cas le hasard actuel n'est plus du tout valable. Là, dans Perec, la lettre la plus fréquente, c'est le A. Puis après, je ne sais pas, mais il faudrait faire une étude statistique. Voilà. Alors, on fait le bilan de où on en est du point de vue cryptographie. La cryptographie, si vous regardez l'histoire, c'est une perpétuelle lutte entre deux types de gens, ceux qui codent les messages et qui évidemment ne veulent pas qu'on sache les décrypter. Hein, on en parle encore là en ce moment dans les histoires de cryptage. Bon. Et puis, d'autre part, les déchiffreurs, ceux qui veulent les décrypter. Il y a une histoire récente, c'est l'histoire d'Alan Turing. Hein, il y a le film qui s'appelle Imitation Game, qui relate l'histoire d'Alan Turing pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a décrypté le code Enigma des Allemands, et on dit que ça a réduit de plusieurs mois la durée de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si on doit faire le bilan de comment est-ce qu'on fait pour crypter et décrypter, eh bien, en général, pour crypter un message, il faut un procédé. Souvenez-vous tout à l'heure, mon 26 moins X. Hein, je fais 26 moins la lettre initiale. Ça s'appelle une clé de codage. Et ce qui se passe, c'est que ce qui se passe, c'est que, comme on l'a vu avec Marie Stuart, bien sûr, les espions d'Élisabeth ont intercepté des messages de Marie. Et ça, c'est encore le cas maintenant. Surtout maintenant, il y a des satellites partout. Vous ne pouvez pas être sûr à 100% de la sécurité des transmissions. Donc, si vous imaginez un espion qui est chez l'ennemi, et puis vous êtes le chef, l'espion s'appelle Ernesto, le chef s'appelle Carlos. Carlos, il doit envoyer une clé à son espion pour qu'il lui envoie des messages codés. Sauf que l'ennemi peut intercepter la clé. Vous ne pouvez pas éliminer complètement cette possibilité. Et ça, le problème, c'est qu'en général, pour la plupart des codes, quand on connaît la clé de cryptage, on connaît la clé de décryptage. En général, la connaissance du procédé de chiffrement permet de déchiffrer le message. Par exemple, si je vous dis c'est 26 moins x, le procédé de décryptage, c'est le même, c'est 26 moins x. Sauf justement pour le code RSA. Et le grand progrès qui a été accompli ces dernières années, donc vous voyez, RSA c'est 1977, quand je vous ai dit en 1970, les nombres premiers ça servait à rien, depuis 1977 ils servent. Alors RSA c'est 3 personnes, 3 mathématiciens américains, Rivest, Shamir et Adleman. Et qu'est-ce que c'est que ce procédé? On retourne à l'espion Ernesto, il doit transmettre des messages à son chef, donc le chef doit lui donner une clé de codage. Que fait Carlos? Il calcule 2 grands nombres premiers, P et Q. Alors attention, quand on dit grand, c'est grand. Même ce que je vais vous montrer, ça ne sera pas aussi grand que ça, mais à l'heure actuelle, si on veut être sérieux, il faut des nombres d'au moins 200 chiffres. Bon, et puis il fait le produit de ces 2 nombres, P, Q, puis il calcule un autre nombre E sur lequel je ne veux pas trop insister. Et ce qui transmet à Ernesto, attention, c'est le produit PQ et le nombre E. Mais il n'envoie pas du tout le nombre P et le nombre Q. Il envoie le produit, mais pas les facteurs. Cette clé est publique. Peu importe si l'ennemi nous écoute, on s'en fiche complètement. Pour coder un message, le principe c'est que l'espion n'a besoin que de ce qu'on lui a envoyé, c'est-à-dire de PQ, le produit, et E. Et qu'en revanche, pour décoder le message, le chef, Carlos, quand il reçoit le message, il a besoin non seulement de ce qu'il a envoyé, mais il a besoin de P et Q, mais il les a, lui, puisque c'est comme ça qu'il a fabriqué PQ. Donc je répète, le principe du code RSA, c'est on envoie le produit de 2 nombres premiers plus un autre nombre E, et je vais vous expliquer comment, pour ceux qui sont en terminale et qui font la spécialité maths, c'est quasiment à votre programme, ça. Donc vous le verrez, si vous ne faites pas la spécialité maths, je ne vais pas trop insister, mais ce n'est pas très compliqué. Pour coder le message, il suffit d'avoir PQ et E, mais pour le décoder, il y a besoin des 2 facteurs. Alors, comment est-ce que ça marche? Voilà, moi j'ai pris 2 nombres. Et puis j'ai fait le produit PQ. Vous voyez, j'ai pas 400 chiffres, mais j'en ai déjà 60, je crois. Donc c'est pas ridicule, vous voyez, c'est déjà un nombre assez grand.
Voilà donc ce que j'envoie à l'espion, et puis j'envoie aussi le nombre E qui n'est pas tout petit non plus. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour coder ça? Je vais vous le montrer avec le programme, hein, mais donc le message, d'abord on numérise le message, comme on a expliqué, enfin bon, donc le message c'est un nombre, plus petit que PQ, et puis le codage de ce message, alors attention, on prend le nombre A, on l'élève à la puissance E, et on prend le reste dans la division par PQ. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de congruence, mais on prend, on calcule A puissance E modulo, vous apprendrez ça si vous êtes en terminale spécialité, modulo PQ. Je répète, on prend A, on élève à la puissance E, et on prend le reste modulo PQ. Alors on va regarder un petit peu ce que ça fait avec le logiciel. Donc mon logiciel c'est XCAS, qui est un logiciel tout à fait... c'est libre, hein, vous pouvez le télécharger sans problème. Donc j'ai rentré le nombre C, hein, le nombre PQ, voilà. Et puis j'ai rentré le nombre E. Alors je prends un message, le message je vous le fais en direct, hein, donc je tape un nombre, je tape n'importe quoi là. Hein. Voilà. Bon, toc. Et il s'appelle message. Alors ce que je dois calculer, c'est j'ai le message et je dois l'élever à la puissance E, donc à la puissance, le truc que j'ai appelé clé. Donc regardez ce qui se passe quand je fais ça sans précaution. Si je fais message puissance clé, toc, ça me répond plus infini. Donc évidemment, il ne faut pas faire comme ça. Hein, quand vous voulez calculer le reste dans la division d'un nombre qui est A puissance E par modulo PQ, il faut le faire pas à pas. C'est-à-dire on prend A, on commence par l'élever au carré, là on prend le reste et puis on continue. Hein. Et pour faire ça, c'est très facile d'écrire un petit programme. Voilà, je vais vous montrer le programme en question. Hein, qui calcule A puissance R modulo P, donc c'est le programme qui s'appelle comme ça. Et donc avec ça, avec ce programme, j'ai fait une fonction qui s'appelle code. Hein. Et par exemple, si je fais code du message, voilà le code de mon message. D'accord? Alors maintenant, je reviens à mon... Ça, c'est la façon de coder. Maintenant, comment est-ce qu'on décode? Eh bien, donc j'ai pris n'importe quel chiffre et j'ai calculé A puissance E. Je dis que pour décoder, il ne me suffit pas d'avoir le nombre PQ, il me faut les deux facteurs. Vous allez me dire, mais quand on a un nombre qui est produit, par exemple 77, vous allez me dire tout de suite, c'est le produit de 7 fois 11. Oui, sauf que quand vous prenez un nombre de la taille de ceux que j'ai utilisés, eh bien, ce n'est pas si facile. On va le faire en direct. Et donc, il faut trouver les deux nombres P et Q, donc on va le faire. Oh, je vais le faire, je vais tout de suite revenir même. Voilà, je reviens en direct. Alors, regardez. Le nombre C, je vous rappelle, c'est le produit PQ. Je demande à mon ordinateur is prime de C, ça veut dire est-ce que c'est premier? Regardez. Hein, vous voyez la ligne là, toc, il répond instantanément, non, c'est faux. Évidemment, c'est le produit de deux nombres. Et maintenant, je lui demande, et regardez bien, c'est essentiel, je lui demande de factoriser. C'est parti. J'ai le temps de boire un coup. J'ai le temps de continuer à expliquer, à baratiner un peu. Vous voyez, la différence, c'est que reconnaître qu'un nombre n'est pas premier, c'est instantané, mais le factoriser, ça prend un certain temps, rassurez-vous, je n'ai pas pris un truc qui prend 2 heures, mais quand même. Bon, allez, voilà. Vous voyez, sur ce nombre de 60 chiffres, répondre qu'il est premier, c'est instantané. Le factoriser s'il ne l'est pas, ça a pris 23 secondes 49. Donc c'est quand même significativement différent. Eh bien, c'est ça le principe de la sécurité du code RSA. Pourquoi? Parce que comment est-ce que je fais? J'ai pas envie de rentrer là-dedans. D'abord parce que c'est vraiment des choses que vous verrez si, je répète, vous êtes en terminale spécialité. Ce qu'il faut faire une fois qu'on a P et Q, c'est calculer, vous voyez, P-1 fois Q-1. Alors P-1 fois Q-1, de tête, ça fait PQ moins P plus Q plus 1. On connaît PQ, mais on ne connaît pas P plus Q. Parce que si on connaissait à la fois le produit et la somme de deux nombres, on connaît les nombres en résolvant une équation du second degré. Donc on ne connaît pas ce nombre P-1, Q-1. Or, c'est de lui dont on a besoin pour décrypter. Je vais vous montrer le programme de décryptage. Vous voyez, le programme de décryptage, il utilise le nombre P-1, Q-1, ce que appelle module. Alors, on va vérifier que mon code est bon, donc je vais retaper le message. Je fais en direct le message, rappelez-vous, je l'ai pris arbitraire tout à l'heure, toc. Le message codé, je l'avais codé tout à l'heure, le voilà. Et alors là, sans filet, je décode le message et je dois retrouver celui du dessus, 77, etc.
77 654. Vous voyez, ça marche. Hein? Donc, je répète, pour coder un message c'est un nombre, on a le nombre PQ, on fait un calcul de reste modulo PQ, comme on dit, dans la division par PQ, on obtient le message. Et pour décoder, il ne suffit pas d'avoir le produit PQ, il faut avoir les deux nombres P et Q. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, on l'a déjà un peu vu, mais on va le revoir en détail. Ce qui assure la sécurité du code RSA, c'est qu'on sait fabriquer, je vais en parler tout à l'heure, des très grands nombres premiers de 200 chiffres. Même avec ce petit ordinateur et ce petit programme, je vous en fais sans problème de 200 chiffres et même plus. Je dois pouvoir aller jusqu'à peut-être 1 millier de chiffres. Multiplier ces nombres, c'est rien. Ah ben, je vais vous le montrer ça encore. Je retourne encore à mon programme. Et regardez ici, j'ai deux nombres A et B. Vous voyez, le nombre A, il a 212 chiffres, le nombre B aussi. On va en reparler tout à l'heure de ces deux-là. Les voilà, hein, vous voyez, c'est des grands nombres. Hein, vous voyez, ça prend quand même... bon. Et puis regardez, je vais faire en direct le produit CC égale AB, vous voyez où je suis. Attention, toc, instantané. Hein, donc multiplier des nombres de 200 chiffres pour une machine, c'est rien. Donc je reviens. Donc c'est un jeu d'enfant. En revanche, pour des nombres de cette taille-là, donc 200 chiffres multipliés par 200 chiffres, ça fait des nombres de 400 chiffres environ. Pour des nombres de 400 chiffres, à l'heure actuelle, personne, je dis bien personne, ni homme ni machine, n'est capable, sauf s'il les connaît d'avance bien sûr, de retrouver, à partir du produit, de retrouver les deux facteurs. Le principe c'est ça, c'est fabriquer des grands nombres premiers. Je vais vous montrer qu'on sait en fabriquer des bien plus grands que 200 chiffres. On sait les multiplier, ça c'est évident. Mais pour des nombres de cette taille, 400 chiffres, c'est au-delà, nettement au-delà, du record actuel de factorisation. Donc c'est ça qui assure la sécurité du code RSA. Alors, pardon, zut, mais pas, voilà. Alors, je vous ai dit, fabriquer des grands nombres premiers, c'est facile. Alors, il y a un exemple historique, qui est l'exemple de Pierre de Fermat. Fermat, donc ça vous dit quelque chose, Fermat? Oui, donc c'est un mathématicien français du XVIIe siècle, contemporain de Descartes, par exemple, qui n'était pas professionnel. Il n'y avait pas de mathématicien professionnel à l'époque, il était magistrat. Mais c'est quand même un des plus grands mathématiciens de son siècle. Et voilà ce qu'il disait. Il a laissé un grand théorème de Fermat qui n'a été démontré qu'en 1993, je crois. Voilà ce qu'il dit. Mais voici ce que j'admire le plus. C'est que je suis quasi persuadé que tous les nombres progressifs augmentés de l'unité desquels les exposants sont des nombres de la progression double sont nombres premiers, comme 3, 5, 17, 257, 65 537, 4 294 967 297, et le suivant de 20 lettres, que je ne vais pas vous lire parce que je ne sais pas, etc. Je n'en ai pas la démonstration exacte, mais j'ai exclu si grande quantité de diviseurs par démonstration infaillible, et j'ai de si grandes lumières qui établissent ma pensée, que j'aurais peine à me dédire. Vous voyez, il est assez sûr de lui quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord ces nombres progressifs, etc. C'est là que vous voyez que l'écriture mathématique, l'écriture avec des symboles, c'est quand même chouette. C'est tout simplement les nombres de la forme 2 exposant n, plus 1. Alors, quand on fait 2 exposant n, je vais monter juste un instant le... Donc je vais mettre ici n, en commençant par 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 exposant n, alors 2 puissance 0, ben c'est 1, 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 4, 8, 16, 32. Et puis 2 exposant n plus 1, allons-y. 2 puissance 1 plus 1, 3. 2 puissance 2, 4 et 1, 5, 2 puissance 4, 16 et 1, 17. 2 puissance 8 plus 1, 257. Ensuite, 65 537. Et puis le suivant, c'est... voilà. Et ce que dit Fermat, c'est que tous ces nombres sont premiers. Alors, évidemment, 3 c'est vrai, 5 c'est vrai, 17 c'est vrai, 257 c'est vrai. Alors ça, je fais ça, ce genre de choses, je fais ça tous les midis avec mon ticket de cantine, je décompose, c'est ma lutte contre Alzheimer. À mon âge, c'est normal.
Donc je décompose le total de mon ticket de cantine, qui peut aller jusqu'à 8000 centimes, en produit de facteur premier. Alors 257, c'est vraiment pas dur. Je dis que 257, c'est premier. Comment est-ce qu'on montre ça? On regarde s'il est divisible, sinon il serait divisible par un nombre premier. Alors il n'est pas multiple de 2, ça saute aux yeux. Il n'est pas multiple de 3. Bon, à votre âge, on sait que les multiples de 3, il suffit de vérifier que 2 plus 5, 7 et 7, 14 n'est pas multiple de 3. Il n'est pas multiple de 7. Ça, c'est un peu plus rusé. S'il était multiple de 7, 257, quand je retranche 7, ça fait 250, ça serait encore multiple de 7. Or, 250, c'est 25 fois 10, c'est 5 au carré fois 2 fois 5, et il n'y a pas de 7 dedans. Donc, ce n'est pas multiple de 7. Il n'est pas multiple de 11. Pourquoi? Vous savez peut-être ça? Il y a un critère un peu comme 3 pour 11. Oui, alors c'est pas tout à fait parce que, oui c'est ça, vous avez raison, avec 2 et 7 il faudrait que ça soit 9. Ce qu'il faut c'est que la somme alternée des chiffres, donc 2 moins 5 plus 7, ce qui fait 7 moins 5, 2 et 2, 4, il faudrait que ça soit multiple de 11, or c'est pas le cas. Il y a un critère un peu comme pour 3. Et 13 ensuite. Pour 13, c'est comme pour 7, on a une petite ruse, mais cette fois-ci dans l'autre sens. S'il était multiple de 13, je rajoute 13. 257 et 13, 270. Mais 270, c'est 27 fois 10, donc 3 fois 3 fois 3 fois 2 fois 5. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de 13. Ensuite, le suivant, c'est 17. Ah, mais je n'ai pas besoin de faire 17. Parce que si 257, c'était 17 fois quelque chose, eh bien, comme 17 au carré, c'est 289, c'est-à-dire plus grand que 257, le nombre Q serait plus petit. Et donc, on l'aurait déjà vu. On aurait déjà rencontré le diviseur. Il suffit, quand on fait ce crible-là, il suffit de s'arrêter à la racine carrée du nombre. Et bien donc, j'ai montré qu'il était premier. Alors, je ne vais pas le faire pour 65 537, parce que ça me prendrait un peu de temps, mais j'y arriverai, il n'y a pas de problème. Mais je vais utiliser... Moi, j'ai un très grand avantage sur Fermat, c'est que j'ai un ordinateur avec des programmes qui font ça. Donc, je vais revenir à mon ordinateur. Et donc, je vais prendre les nombres de Fermat. Donc, vous voyez, il a dit 65 537, est-ce que c'est premier? Hop, ça répond vrai, oui, Fermat a raison. Alors, le suivant, 2 puissance 32 plus 1, rappelez-vous, c'est 4 294 967 297. Et donc, là encore, je demande à l'ordinateur, est-ce que c'est premier? Regardez bien, faux. Quoi? Fermat se serait trompé. Vérifions en demandant la factorisation, regardez, 641 fois 6 700 417, c'est Euler le premier, donc un siècle plus tard, qui a montré que le nombre 2 puissance 32 plus 1 était effectivement multiple de 641. Encore un coup, si vous faites des congruences bientôt, c'est un très joli exercice de congruence, c'est très facile avec les congruences. Donc Fermat s'est planté. Ça prouve deux choses. Ça prouve que donc, ce qu'il disait n'était pas juste, ça prouve aussi que même les plus grands mathématiciens peuvent dire des bêtises. Alors, on peut continuer. Peut-être que finalement, c'est peut-être qu'une exception. On peut essayer le suivant, 2 puissance 64 plus 1. Ah non, c'est encore faux. On peut le factoriser. Bon, voilà. On peut essayer avec 2 puissance 14. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin. Est-ce que c'est premier, 2 puissance 14? Ah, là, ça prend un petit temps, vous voyez. Là, c'est quand même... Bon. Allez, dépêche-toi. Là, je lui demande 2 puissance 14 plus 1. Vous voyez, en 11 secondes, il me répond que c'est faux. Quand même pas mal. Mais ensuite, alors, si je lui demande, par exemple, vous voyez, j'ai demandé ici 2 puissance 256. 256, c'est 2 puissance 8. Oui, et donc, regardez, je fais factoriser. Là, j'utilise un autre logiciel qui est caché derrière celui-là. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais pas trop, 3 secondes et quelques, et ça me répond que la factorisation, c'est le premier nombre qui est là, multiplié par le deuxième nombre. Mais quand même, il a déjà un peu plus de mal. Et si je fais 2 puissance 512, le suivant, et bien là, j'ai fait tourner cet ordinateur toute une nuit. Vous voyez, c'est écrit là 2 puissance 512, Paris factor de 2 puissance 512 plus 1 tout en bas, et ça m'a rien donné, donc j'ai dû appuyer sur stop, et
X4 risque de cracher bientôt, je vais demander trop visiblement. Hein. Vous voyez, c'est au-delà des limites. On voit encore ce que j'ai dit tout à l'heure sur le code RSA. Vous voyez, 2 puissance 14 plus 1, il me répond très rapidement, 11 secondes, c'est pas premier. Mais en revanche, si je lui demande de factoriser 2 puissance 9 plus 1, eh bien il craque. C'est la sécurité du code RSA encore une fois. Alors je reviens donc là, ici. Donc Fermat, donc on a vu qu'il s'était planté. Hein. Alors si les nombres de Fermat ne marchent pas, comment faire des nombres premiers? On ignore à l'heure actuelle, à part les 5 du début, s'il y a d'autres nombres premiers parmi les nombres de Fermat. Donc il s'est sévèrement planté quand même, Fermat. Mais on ne sait pas s'il y en a d'autres. Hein. Alors on utilise d'autres nombres qui ressemblent un peu, qui sont ce qu'on appelle les nombres de Mersenne. Au lieu d'être des 2 puissance quelque chose plus 1, c'est 2 puissance quelque chose moins 1. Alors attention, ce n'est pas toujours premier. 2 puissance 4 égale 16, moins 1 égale 15. 15, ce n'est pas premier. Mais il y en a quand même beaucoup des nombres de Mersenne qui sont premiers. Et c'est avec ça qu'on fait les records du plus grand nombre premier. Vous savez bien qu'il y a une infinité de nombres premiers, donc il n'y a pas vraiment de records, mais il y a des records du plus grand nombre premier connus. Et en 1588, c'était 524 287, c'est-à-dire 2 puissance 19 moins 1, qui était le record dû à Cataldi. Pendant longtemps, le record a été détenu par un mathématicien français qui s'appelle Lucas, en 1876. C'est un nombre de 39 chiffres. En 1999, c'était ce nombre qui est là, 2 puissance machin moins 1. C'est un nombre de plus de 2 millions de chiffres. Et le record actuel, il est relativement récent, il date de janvier 2016. C'est le nombre qui est là, c'est un nombre de 22 millions de chiffres. 22 millions de chiffres. Pour vous donner une idée, si on n'écrit que ça dans un livre, ça fait un livre de 5000 pages. Tout ça pour vous dire que des grands nombres premiers, grands, 22 millions de chiffres, on sait en faire. Bon, ils ne sont pas bons pour les codes RSA, mais quand même, faire des nombres de 5000 chiffres, des nombres premiers de 5000 chiffres, ce n'est pas un problème. Alors maintenant, je vous ai dit, c'est facile de fabriquer des nombres premiers. En revanche, les factoriser, c'est plus dur. Voilà, on revient à nos personnages historiques. Fermat et Mersenne, c'était des contemporains. Fermat était donc magistrat. Mersenne, c'était un révérend père jésuite. Mathématicien amateur, pas du tout de la même qualité que Fermat, mais quand même. Et les mathématiciens de cette époque, il n'y avait pas de revue de mathématiques comme il y a maintenant, donc ils s'envoyaient des défis. Et donc un jour, Mersenne a posé la question à Fermat, est-ce que le nombre 100, 895, 598, 169 est premier? Et Fermat a répondu, quasiment par retour du courrier, à cette question, je réponds que ce nombre est composé et se fait du produit des deux, 898 423 et 112 303, qui sont premiers. Je suis toujours, mon révérend père, votre très humble et très affectionné serviteur. Bon, c'était... Alors, vous voyez qu'à l'époque, c'était quand même une performance extraordinaire. On ne sait pas trop, enfin, il y a des conjectures, on pense maintenant savoir un peu comment Fermat a fait, mais quand même, c'est encore assez mystérieux. On va quand même vérifier qu'il ne dit pas des conneries. Hein. Parce que, comme on a vu qu'il en avait dit sur les deux puissances machin, donc le nombre de Mersenne, alors il faut que je me remette le nombre de Mersenne, donc 100, 895, 598, 169, toc, eh bien c'est bien 112 303 fois 898 423, comme disait Fermat. Hein, vous voyez, je reviens à Fermat. 112 303 fois 898 423. Donc, eh bien voilà, ce nombre de 12 chiffres. Essayez de factoriser un nombre de 12 chiffres et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Donc c'était, en tout cas à l'époque de Fermat, le record absolu de factorisation et ça allait rester même encore pendant quelques siècles. Alors le record de factorisation actuel, eh bien, c'est les deux nombres que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous savez, les deux nombres de 200 chiffres dont je vous ai montré que la machine les faisait leur produit instantanément. Eh bien, en revanche, c'est un code RSA. La maison RSA ne le fait plus, mais c'est une firme hein, maintenant. Ils mettaient sur le marché des codes RSA et en donnant des primes pour savoir si leur code était toujours solide. Donc il y avait des récompenses si on arrivait à les factoriser. Donc celui-là a été factorisé en 2009. Et pour vous dire en 2009 combien de temps il a fallu, je vais retrouver ça. Il a fallu faire travailler plusieurs centaines d'ordinateurs en parallèle pendant 2 ans. Et ça correspond pour un seul ordinateur à environ 1500 années de travail.
Donc vous voyez, factoriser un nombre de 200 chiffres, c'est le record actuel. Je crois qu'il n'est pas encore battu, il date de 2009, c'est déjà un peu ancien, mais même si on y arrivait, ce serait du même ordre d'idée, ce serait de l'ordre de 300 chiffres. Je vous ai dit tout à l'heure, 400, on ne sait pas faire. Et évidemment, 5000 encore moins. Or, les nombres premiers, on s'est fabriqué des nombres de l'ordre de 5000 chiffres, donc le produit 10 000 chiffres, et donc on n'est pas du tout près de savoir casser le code RSA. Alors, si vous vouliez gagner des sous, c'est plus, je vous arrête tout de suite, hein, c'est plus le cas. Mais voilà, pour 75 000 $, il fallait factoriser celui-là. Et pour quelques dollars de plus, comme dirait Clint Eastwood, il fallait factoriser celui-là qui a un nombre de 617 chiffres. Il valait 200 000 $, celui-là. Mais je ne sais pas si c'est pour faire des économies, mais RSA a retiré les nombres de la compétition. Voilà, donc pour conclure sur cette partie-là, vous avez vu que le code RSA, ça emploie de façon essentielle les nombres premiers. C'est la base. Et donc, ce qu'on disait, ce que j'aurais dit en 1970, ce qu'aurait dit Roger Godement aussi, on aurait eu tout faux parce qu'il est utilisé dans les transactions bancaires, notamment sur Internet. Il est utilisé par les militaires. Et donc, quand on dit qu'il ne sert pas pour la bombe atomique, rien n'est moins sûr. Alors, j'en arrive à ma dernière partie, qui est les mathématiques sont vivantes. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Si ça vous tente, il y a énormément de choses à faire en mathématiques. Un indice, c'est qu'on dit, et c'est certainement, il y a déjà quelques décennies qu'on dit ça, donc ça doit être encore bien plus vrai, qu'il s'est fait plus de mathématiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant que depuis l'origine des temps jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a une production absolument colossale. Pour vous donner une idée, j'ai compté un jour combien il y avait de revues de recherche dans la bibliothèque qui est là-bas au 2e étage. Il y a 400 revues qui produisent en moyenne chacune 1000 pages de mathématiques nouvelles par an. Donc ça fait 400 000 pages de mathématiques nouvelles par an. Donc il y a énormément de mathématiques nouvelles. Sauf que, toutes ces mathématiques nouvelles, je suis absolument incapable de vous expliquer ce qu'on y fait. Par exemple, il y a une dizaine de problèmes, je ne sais plus combien il y en a, 8 ou 10 de problèmes qu'on appelle les problèmes du millénium, qui sont des problèmes qui sont dotés par l'Institut Clay d'un prix de $1 million, je crois. Mais ces problèmes, je ne peux pas vous expliquer le commencement du début d'aucun de ceux-là. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est de nouveau de revenir en arithmétique, en théorie des nombres, parce que là, il y a aussi des problèmes tout à fait ouverts et difficiles, mais au moins, on peut comprendre la question. Dans la plupart des problèmes actuels, on ne comprend pas la question. Mais là, on va comprendre la question. Premier exemple. Les nombres de Fermat, on a déjà rencontré. On a dit que les nombres F0, F1, F2, F3, F4 sont premiers, mais qu'au-delà, on n'en connaît aucun de premier. Et on ne sait pas, simplement, problème ouvert, est-ce qu'il y a d'autres nombres de Fermat que ces 5 qui sont premiers? On ne sait pas. De même, les nombres de Mersenne, on a vu que ça servait à fabriquer les records, qu'on en fabriquait des très grands qui étaient premiers. On ne sait pas s'il y en a une infinité qui sont premiers. Il y a énormément de questions comme ça sur les nombres premiers dont on ne connaît pas la réponse. En voilà une autre que j'aime beaucoup. Quand vous regardez les nombres premiers, la première dizaine est un peu spéciale, 2, 3, 5, 7 sont premiers, mais à partir de la deuxième dizaine, les seuls nombres qui peuvent être premiers sont ceux qui se terminent par 1, par 3, par 7 ou par 9. Parce que s'ils sont pairs, ils sont multiples de 2, ils ne sont pas premiers, et s'ils se terminent par 5, ils sont multiples de 5. Alors dans la deuxième dizaine, ils sont tous premiers, 11, 13, 17, 19 sont premiers. Mais on va faire le tour des dizaines suivantes et on va s'apercevoir que c'est très rare que les 4 possibles soient premiers. Donc ce que je vous demande de me dire, c'est dans la dizaine des 20, puis des 30, etc., à chaque fois vous allez me donner un nombre se terminant par 1, 3, 7, 9 seulement, et qui ne soit pas premier. Dans les 20, 21, 3 fois 7. Dans les 30, 33, 3 fois 11. Dans les 40, 49, 7 fois 7. Dans les 50, 51, 3 fois 17. Dans les 60, 63, 7 fois 9. Pensez à ce qui est dans les tables. Dans les 70, 77, 7 fois 11. Dans les 80, 81, 9 fois 9. Dans les 90, 93 ou même 91, 91 c'est 7 fois 13. C'est le seul nombre de jusqu'à 100 qui n'est pas tout à fait évident. Dans les 100, dans les 100, 101, 103, 107 et 109, vous pouvez chercher, c'est facile, ils sont tous premiers.
Donc la dizaine des 100, comme la dizaine des 10, c'est ce que j'appelle une dizaine riche. C'est-à-dire une dizaine où les 4 nombres qui peuvent être premiers sont premiers. Et bien la question qu'on peut se poser, c'est des dizaines riches comme ça, est-ce qu'il y en a beaucoup? Et précisément, est-ce qu'il y a une infinité de dizaines riches? On sait qu'il y a une infinité de nombres premiers. Est-ce qu'il y a une infinité de dizaines riches? Eh bien j'ai encore une fois écrit un petit programme. Qui s'appelle Jujumo, je vais vous expliquer pourquoi après. Et que je vais faire tourner jusqu'à 10 000 et il va me donner les dizaines riches jusqu'à 10 000. Donc vous voyez ce que ça me donne, c'est le premier, donc je retrouve la dizaine des 11, 201, puis je trouve 191, 821, etc. Et vous voyez, j'en trouve un certain nombre, donc il y en a quand même pas mal, jusqu'à 9431. Si je le fais tourner jusqu'à 20 000, ça va m'en donner encore, jusqu'à... Bon, si vous faites l'expérience, vous aurez immédiatement une conjecture. Une conjecture, c'est quelque chose dont vous pensez que c'est vrai, mais que vous ne savez pas démontrer, c'est il y en a une infinité des dizaines riches. Eh bien, c'est vraiment une conjecture, c'est un problème ouvert. C'est même pire que ça, parce que dans une dizaine riche, pensez à 101, 103, 107, 109, vous avez ce qu'on appelle des nombres premiers jumeaux. Jumeaux, ça veut dire qu'ils diffèrent de 2, comme 101, 103, 107, 109. Eh bien ça, même ça, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle, même s'il y a eu des progrès de ce côté-là, s'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. Donc évidemment, c'est encore moins s'il y a une infinité de dizaines riches. Alors, je reviens à mon texte. Donc voilà un autre problème ouvert. Alors il faut faire attention avec les problèmes que vous pouvez vous poser comme ça, parce que donc celui-là, c'est un problème non seulement difficile, mais c'est, pour l'instant, je ne vous conseille pas d'essayer de regarder ça, c'est intordable. Mais on peut se demander, est-ce qu'au contraire, il y a des dizaines pauvres? Quand vous regardez les dizaines, quand vous regardez jusqu'à 100, dans toutes, il y a des nombres premiers. Il y a 23, 37, 41, 53, 61, 71, 89, 97. Dans toutes ces, puis il y a encore plus dans la dizaine des 100. Dans toutes ces dizaines, il y a des nombres premiers. Est-ce qu'il y a des nombres premiers dans toutes les dizaines? Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en trouver une où il n'y a pas de nombre premier. Ah ben, je ne l'ai pas dite, mais c'est la dizaine des 200. Si vous regardez 201, 203, 207 et 209, aucun n'est premier. 201, pourquoi il n'est pas premier? Le multiple de 3. 2 et 1, 3. 203, j'ajoute 7. 210, et 210, c'est 3 fois 7 fois 10, c'est multiple de 7. Donc 203, c'est multiple de 7, c'est 7 fois 29. 207, c'est encore multiple de 3, et 209, 2 et 9, 11, c'est multiple de 11, c'est 11 fois 19. Donc aucun de ces quatre-là n'est premier. Alors maintenant, de plus en plus fort, est-ce qu'on peut trouver une centaine de nombres de suite sans nombre premier? Ben oui. Est-ce qu'on peut trouver 1 million de nombres de suite sans nombre premier? Ben oui. Et non seulement on peut, mais c'est du niveau, largement du niveau d'un élève de terminale ou de première. Il suffit de savoir ce que c'est que n factoriel. Si vous réfléchissez en pensant à n factoriel, vous allez pouvoir fabriquer n nombres, n aussi grand que vous voulez, de suite, sans nombre premier. Donc vous voyez, il y a deux problèmes presque pareils. Est-ce qu'il y a des dizaines riches? Est-ce qu'il y en a une infinité? Bon. Est-ce qu'il y a des dizaines pauvres, des centaines pauvres, des millions de nombres de suite sans nombre premier? Ben oui, ça c'est, non seulement c'est vrai, mais c'est facile. Alors un dernier problème pour la route, un dernier que j'aime bien, qui est la suite de Collatz. On va faire un peu de calcul mental. Donc la suite de Collatz ou de Syracuse, enfin bon, c'est très célèbre. On part d'un entier n, et de deux choses, l'une, ou bien il est pair, et dans ce cas-là, on le divise par 2. Ou bien il est impair, et dans ce cas-là, il est impair, on le multiplie par 3, ça reste impair, on rajoute 1, on fait 3n plus 1 donc, et il devient pair. Et puis on recommence. Donc si vous avez un nombre pair, vous le divisez par 2, s'il est impair, vous faites 3 fois ce nombre plus 1. Eh bien, on va faire l'expérience, donc première expérience, n égale 7, de tête bien sûr. 7, c'est impair. Donc je fais 3 fois 7 plus 1, 22. C'est pair, je divise par 2, 11. C'est impair, je multiplie par 3, j'ajoute 1, 34. Je divise par 2, 17. Je multiplie par 3, j'ajoute 1, 52. Je divise par 2, 26. Je divise par 2 encore, c'est encore pair. 13. Je multiplie par 3, 39. Et 1, 40. Ah,
20, 10, 5. Ah, c'est impair, je multiplie par 3, 16, 8, 4, 2, 1. Et puis une fois que je suis à 1, je multiplie par 3 plus 1, ça fait 4, 2, 1, 4, 2, 1. Je reste à 4, 2, 1. Eh bien, si on fait plusieurs fois l'expérience, et je vais vous la faire avec l'ordinateur évidemment, on s'aperçoit que même si ça peut fluctuer pas mal, eh bien ça semble toujours finir par revenir à 1. Donc faisons-le. Donc ici j'ai écrit un programme qui s'appelle Collatz et que je vais faire marcher avec 27. Alors regardez bien, hein, là il faut le faire, on le fait en direct. Alors vous voyez, ça fait 82, 41, 100. Alors ça bouge, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. 400, 300, ça redescend, ça monte. Ça continue, 700, on atteint 700. 1186, 1700, 1300, on redescend un peu, on redescend à 100. 1100 de nouveau, 1200, 1400, 2000, 3000, 4800, 7200, 9232, record à battre, 9232, regardez. Hop. Voilà. Et donc, même si on est monté assez haut, on est monté à 9232, on a quand même fini par revenir à 1. Alors, ce programme, je vous l'ai fait, il est truqué. C'est-à-dire, il est truqué pour que ça n'aille pas trop vite. Je vous montre parce que c'est une petite ruse qui pourra vous servir en programmation. Comment est-ce qu'on fait pour que ça n'aille pas trop vite? On met un ralentisseur. Le principe du ralentisseur, c'est comme, vous savez, quand on joue à cache-cache. On dit à l'ordinateur, tu comptes entre chaque opération qu'il fait, tu comptes jusqu'à 300 000. Et donc, c'est pour ça qu'il va si doucement. Parce que maintenant, regardez, j'ai fait un programme raisonnable, qui est un peu plus bas. Si je fais le Collatz rapide, Collatz R, 2, alors là, je tape n'importe quoi. Hein. Et hop! D'accord? Eh bien, vous pourrez faire l'expérience. C'est une expérience qui est même organisée. Il y a un labo d'informatique des États-Unis qui peut même vous envoyer un certain nombre de nombres à vérifier, de n à vérifier dans une certaine tranche. On a vérifié jusqu'à des milliards de milliards de milliards de milliards. Ça a toujours l'air de finir à 1, mais c'est une conjecture. C'est-à-dire, on ne sait pas le démontrer. Alors, bon, voilà un problème. Pendant très longtemps, ce problème-là, moi, j'ai cru que c'était juste une amusette. Et puis un jour, en faisant une conférence pour la fête de la science, d'ailleurs une conférence grand public, il y a un des auditeurs qui m'a dit « Mais si, détrompez-vous, eh bien c'est utile ». Il y a des gens qui ont utilisé la suite de Collatz, c'est des gens qui font des dessins animés et qui utilisent la suite de Collatz pour modéliser la chute des feuilles ou la chute des flocons de neige, pour avoir quelque chose qui, de manière aléatoire, monte et descend, mais finit toujours par arriver au sol. Et donc, c'est à ça qu'a servi la suite de Collatz. Voilà, comme quoi les mathématiques, même celles dont on a l'impression qu'elles ne vont jamais servir, elles peuvent peut-être servir à quelque chose. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions...